George Cantor a dit « L'essence des mathématiques, c'est la liberté ». Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir les fonctions. Alors ici, attention, on attaque le noyau dur du programme de première parce que les fonctions, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais juste faire un petit rappel sur les petits mots importants, généraux sur les fonctions. Et après, vous en avez vu deux types de fonctions l'année dernière en seconde, qui sont les fonctions affines et les fonctions polynômes de second degré, qui font aussi l'objet d'un petit cours de rappel. Alors, les fonctions affines, vous avez tout vu, mais on l'utilise beaucoup en première et en terminale. Et les fonctions polynômes second degré, vous allez continuer à les étudier en première. Ce sont des chapitres qui sont importants, car les fonctions en terminale, il y en a d'autres qui se rajoutent. C'est vraiment la base en fait des mathématiques. Et c'est comme pour les calculs, autant les calculs simples, vous devez les faire vite et juste, autant les petits mots de vocabulaire sur les fonctions, vous devez bien les connaître et qu'il n'y ait aucun doute sur ce que ça représente. Parce que si vous commencez à vous poser des questions, à dire mais ce mot-là ça veut dire quoi, etc. En fait, vous perdez du temps et vous êtes mal barré pour répondre aux questions. Donc le vocabulaire de base, c'est comme les calculs de base. Il est à connaître d'une manière approfondie, c'est-à-dire qu'il n'y ait vraiment aucun doute sur ce que ça représente à chaque fois que vous voyez un petit mot. Alors, par exemple ici, déjà, donc là je vous ai fait le truc sur je dois savoir, parce que si vous êtes en première S, normalement les fonctions, vous devez maîtriser. Donc c'est un petit cours de rappel, normalement, c'est juste pour vous remettre en mémoire ce que vous devez connaître, fixer quelques idées, montrer un petit peu l'utilité de certaines choses que vous n'avez peut-être pas trop vues en seconde, mais qui vont servir en première et en terminale. Donc là, en fait, c'est un cours à écouter et à comprendre, puis à revoir s'il y a des petits doutes, mais il n'y a pas d'exercice particulier sur ce truc-là, quoi. Donc, qu'est-ce que je dois savoir? Déjà, je dois savoir ce qu'est une fonction. Alors, une fonction, c'est quoi? Une fonction, on peut le voir comme ça, c'est une machine à transformer les nombres. C'est-à-dire que vous avez votre machine ici. Par exemple, j'ai la machine qui multiplie par 3. Mon nombre, il va rentrer. Par exemple, si je rentre 0, il sort 0 fois 3, il sort 0. Si je rentre 1 fois 3, il va me sortir 3. Si je rentre 0,5, il va me sortir 1,5. 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Donc évidemment, comme on ne peut pas écrire tous les nombres ici, parce qu'il y en a une infinité, on va mettre, si je rentre x, qu'est-ce qui sort? Il sort 3x, parce que je fais x fois 3, et x fois 3, ça fait 3x. Donc, déjà ce qu'on peut voir, c'est que x, c'est le nombre qui sort, qui entre, pardon. X, c'est le nombre qui entre. 3x, c'est le nombre qui sort. Alors évidemment, en maths, on ne va pas dessiner la machine à chaque fois, nombre qui entre, nombre qui sort, donc on a des petits mots de vocabulaire. Alors au niveau des notations, il y a deux façons de noter la fonction. On va dire, donc la machine, on va l'appeler, on va dire que c'est f, par exemple. On va lui donner un nom, parce que je peux avoir plusieurs machines, donc du coup, si j'en ai deux, je vais avoir f, g. En général, c'est f, g, h, des fonctions f, g, h. C'est les lettres les plus utilisées pour les fonctions. Donc ici,
je vais noter comme ça mathématiquement. Alors, on a vraiment la notation style machine comme ça, c'est-à-dire qu'il y a x associe le nombre 3x. Ici, on voit bien visuellement la machine, hein, mais c'est donc nombre qui entre, nombre qui sort, ou alors, ou on va dire f de x égale 3x. Donc ça, c'est nombre qui entre, nombre qui entre, nombre qui sort, et c'est 3x, ou alors c'est f de x, puisque c'est égal. Hein. Ça aussi, c'est le nombre qui sort. Nombre qui entre, il est entre parenthèses. Donc ça, c'est la notation la plus utilisée. Alors évidemment, en mathématiques, c'est toujours pareil. On a mis des petits mots plutôt que de dire nombre qui entre, nombre qui sort. Donc c'est les histoires de image antécédent. Donc le nombre qui entre, ah bah, c'est l'antécédent. Et le nombre qui sort, c'est l'image. Par exemple, l'image de 1 et 3 par la fonction f. L'antécédent, un antécédent de 1,5 et 0,5 par f. On peut jouer avec ces petits mots-là. Donc l'image, antécédent. Donc l'image, c'est le nombre qui sort. Antécédent, c'est le nombre qui entre. Donc ça, c'est le petit vocabulaire de base. Mais pour que ça soit une fonction, il y a aussi une condition. Attention, attention. L'image doit être unique. C'est-à-dire que pour que ça soit une fonction, il ne faut pas que quand je rentre le même nombre, il faut qu'il sorte toujours le même nombre. Sinon, ça ne marche plus, c'est plus une fonction. Mais elle peut aussi ne pas exister. L'image doit être unique ou n'existe pas. Et on peut avoir, par contre, on peut avoir plusieurs antécédents. Mais on peut avoir plusieurs antécédents. On va faire des exemples pour montrer un petit peu ce truc-là. Le fait que l'image doit être unique, image unique, ça veut dire que si A égale B, eh ben je vais avoir forcément f de A égale f de B. Donc c'est pour ça que là, ici, hein, c'est important de savoir que l'image elle est unique, parce que c'est ce qui vous permet, quand vous avez une égalité, si vous appliquez la fonction à droite et à gauche, ah ben en fait, vous avez f de A égale f de B. Pourquoi? Parce que f c'est une fonction, et que si A égale B, vous savez que si je rentre le même nombre, il sort le même nombre. Donc cette histoire d'image unique, ça a quand même une implication importante. Hein. C'est pas anodin. Le fait que comment ça se fait que je peux avoir plusieurs antécédents? Bah tout simplement si je prends la machine au carré, si je rentre 1, il sort 1, mais si je rentre moins 1, bah, il sort moins 1 au carré, ça fait 1. Donc là ici, 1, il a deux antécédents. Il a 1 et moins 1. Ici, 1 a deux antécédents. 1 et moins 1.
Donc ça, c'est des cas que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que l'important, c'est que le nombre qu'on rentre, il sort toujours le même. Je rentre 1, il sort toujours 1. Mais par contre, 1, il peut être atteint plusieurs fois. Comme ici. Ici, la fonction au carré que vous avez vu l'année dernière, bah, si je rentre 1, il sort 1. Si je rentre moins 1, il sort 1. Il sort 2 fois le même nombre. Mais c'est pas grave. On est toujours dans le cadre d'une fonction. Là où ça marche pas, c'est que si je rentre le même nombre, un nombre, il peut me sortir deux résultats différents. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans le cas d'une fonction. Donc là, ici, je reste dans le cas d'une fonction. Donc ce qui est important, c'est que l'image, si elle existe, elle est unique. L'antécédent, lui, par contre, n'est pas obligé d'être unique. On peut en avoir plusieurs. Alors par contre, des fois, la machine, elle marche pas pour certains nombres. Et c'est ici ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais l'image doit être unique ou n'existe pas. On peut rentrer un nombre et le fait qu'il n'y en ait aucun qui sort parce que le calcul qu'on vous demande de faire ne marche pas. Et c'est pour ça que on a la petite notion de domaine de définition. Par exemple, si je prends la machine qui inverse le nombre, inverse le nombre. Inverse le nombre. Alors si par exemple je rentre 2, bah, j'inverse le nombre, il va me sortir un demi. Si je rentre 3, il va me sortir un tiers. C'est la fameuse fonction si je rentre x, bah, il me sort 1 sur x. Mais le problème ici, par exemple, c'est que je ne peux pas rentrer 0, parce que si je rentre 0, bah, j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc du coup, 0, vous ne pouvez pas le rentrer. Donc c'est pour ça que vous avez cette histoire de domaine de définition ou ensemble de définition de la fonction, c'est-à-dire qu'on note d de f. C'est quoi? Bah, c'est l'ensemble des x, l'ensemble des x pour lesquels la machine marche, si vous voulez. C'est-à-dire pour lesquels la fonction elle existe. Ici, par exemple, si je prends la fonction 1 sur x, ah ben, mon ensemble de définition de la fonction, c'est-à-dire les nombres que j'ai le droit de rentrer, ça va être tous les nombres, c'est-à-dire R, suivi de étoile. Parce que je peux rentrer tous les nombres, sauf 0. Voilà le cours sur les ensembles, le petit étoile veut dire que j'enlève le 0 à R. Alors ça, vous allez l'avoir souvent dans vos énoncés. On va vous dire soit f de x égale, on va vous donner la fonction, et on va vous dire défini sur R. Alors, défini sur R, on va vous le préciser. Ben là, en fait, on vous donne l'ensemble de définition de la fonction. Quand on vous dit ça, là, défini sur R, ça veut dire que ici, je peux prendre n'importe quelle valeur de x dans les réels et ma fonction elle marche. Donc c'est clair. Donc l'image est unique, l'antécédent non, la notation pour le domaine de définition ou ensemble de définition ensemble de définition de la fonction qu'on note df, qui est l'ensemble des x pour lesquels la machine marche, c'est-à-dire l'ensemble des x, si vous voulez donner une définition un petit peu plus mathématique, l'ensemble des x pour lesquels la fonction elle existe. Une autre où on ne peut pas prendre tous les nombres que vous connaissez, que vous avez vu l'année dernière, c'est la fonction racine carrée. Donc si je fais la fonction racine carrée, ah bah ici je peux pas rentrer donc f de x égale la racine de x.
je peux pas prendre n'importe quel nombre comme x, je suis obligé, donc le domaine définition c'est quoi? C'est, je suis obligé de prendre que les positifs, donc je le note comme ça. 0 plus infini. Je peux le noter comme ça, donc on le note comme ça, et ça veut dire ici que je peux prendre que les positifs pour faire tourner ma machine. Autre petit point à connaître, représenter, ça je dois savoir représenter graphiquement une fonction. Alors pour représenter graphiquement une fonction, qu'est-ce que je fais? Ah bah ici, je vais regrouper dans un tableau. Ici, vous avez les nombres qui entrent. Et ici, vous avez le nombre qui sort. Donc ça, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Donc les valeurs de x, on les lit sur les abscisses. Abscisses. Les valeurs de la fonction, on le lit sur l'axe des ordonnées. Donc vous placez vos points et vous les reliez. Si par exemple je donne f de x égale x au carré, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tableau de valeurs. Donc avec x au carré, on prend plusieurs points. Donc moins 2, moins 1, 0, 1, 2. On prend les valeurs, donc ça va faire 4, 1, 0, 1, 4. Et je place les points. À chaque fois, je place les points. Donc là, ici, en moins 1, quand x il fait moins 1, ça fait 1. Quand x il fait 2, 1, 2, 3, 4, je fais un truc à peu près. Moins 2, 4. Et donc, j'ai ma courbe. Donc, vous la connaissez, celle-ci. Hein. Et j'ai représenté graphiquement ma fonction. Ce qui est important à savoir, c'est que ici, ce sont les x, c'est-à-dire les nombres que je rentre. Et ici, je lis les valeurs de la fonction, c'est-à-dire les valeurs des nombres qui sortent. Et pour représenter graphiquement la fonction, vous pouvez faire un tableau de valeurs. Alors, vos calculatrices le font très bien. Mais si on vous demande de représenter graphiquement la fonction, il faut savoir quand même que vous placez les points et puis vous les reliez à la main de la manière la plus lisse possible, à condition évidemment que ce ne soit pas une fonction affine, parce qu'une fonction affine, vous savez que c'est une droite, donc vous pouvez prendre une règle. Mais pour les autres fonctions, vous placez les points. Plus vous placez le point, plus c'est précis. Bon, enfin, ça, ce sont des choses qui ont tendance à disparaître. Ce qui est important à retenir ici, c'est que le nombre qui entre, c'est-à-dire l'axe, ici, c'est l'axe des antécédents, puisque c'est le nombre qui entre, et ici, c'est l'axe des images, c'est-à-dire les valeurs de la fonction. Donc ça, c'est très important à pas vous mélanger. Hein, ne mélangez pas les deux. Si on me parle des x, c'est ici que je les lis. Si on me parle de f, c'est ici que je le lis. Alors, je dois savoir dresser un tableau de variation à partir du graphique. J'ai une fonction ici. Tableau de variation. On va faire ce petit exercice-là. Alors, le tableau de variation, c'est le tableau qui me dit quand est-ce que la fonction elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. La croissance, je la vois quand la courbe elle monte, c'est-à-dire qu'elle est croissante ici, elle est croissante ici, elle est décroissante ici, elle est décroissante ici. Donc tableau de variation. Donc quand vous lisez graphiquement, alors toujours pareil, le tableau, vous faites comme ça. Ici, c'est toujours les x, c'est-à-dire les abscisses. Et là, ici, vous allez lire les ordonnées. X, Y, c'est-à-dire abscisse. Ordonnée, en général, on met Y. Ordonnée. Donc, les valeurs que j'ai ici, je les lis sur l'axe horizontal. Les valeurs que j'ai ici, tout ce que j'ai ici, je le lis sur l'axe des ordonnées.
Donc ici, qu'est-ce qu'elle fait ma fonction? Ah bah, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc elle monte, elle descend. Je fais mes flèches comme ça. Elle monte, elle descend. Et puis alors, elle monte. Le x de départ ici, c'est moins 6. Donc le départ, c'est moins 6. Alors quand ça s'arrête comme ça, quand il y a un point comme ça, c'est que ça commence vraiment là et ça finit là. S'il n'y a pas de point d'arrêt, ça veut dire que ça continue du même genre que là. C'est-à-dire que là, en fait, si j'avais pas mis le point, ça continuera à descendre. Et ici, si j'avais pas mis le point, ça continuera à descendre dans la même direction. À partir du moment où il y a un point d'arrêt, on sait que ça commence. Donc là, s'il n'y a pas eu de point d'arrêt, j'aurais mis moins l'infini là, parce que ça continue comme ça, et puis j'ai pas d'indication supplémentaire. Enfin là j'aurais mis plus infini, parce que ça continue comme ça, et là, en continuant comme ça, ça veut dire que le x, bah, a priori, il peut aller jusqu'à moins l'infini. Donc là, j'aurais mis moins l'infini, plus infini. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, ça commence à moins 6, et ça monte jusqu'à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ça monte jusqu'à moins 4. Donc là, c'est les valeurs de x, hein. Donc de moins 6, ça monte jusque là. Ici, le x, c'est moins 4. La valeur de départ, c'est moins 1,5, je vous l'ai mis là. Donc moins 1,5 pour la valeur de la fonction. Et ici, moins 4, la valeur de la fonction, c'est 3. Après, ça descend jusqu'à 0 pour le x, puisque c'est ici, c'est là le point. Et ça descend jusqu'à moins 1. Je mets bien la valeur de la fonction en dessous de l'antécédent, la valeur de l'image en dessous de l'antécédent, la valeur de la fonction en dessous du x qui correspond. 1, 2, 3, et là ici ça monte jusqu'à 3, et là c'est 2, et puis ça finit à 5, et c'est moins 3. Et là j'ai fini mon tableau de variation. Alors je rappelle qu'on ne dit pas ça monte, ça descend, on dit que la fonction elle est croissante. Elle est décroissante, donc elle est croissante sur moins 6, moins 4. Ça veut dire que quand le x est entre moins 6 et moins 4, la fonction, elle augmente de moins 5 jusqu'à 3 ici. Quand le x il est entre moins 4 et 0, la fonction, elle est décroissante sur 3, moins 1. Donc ça, c'est le tableau de variation. Donc ça, c'était ce qu'il fallait savoir faire. Dresser un tableau de variation à partir du graphique. On dit que f est croissante. Donc là, on dit que f est croissante sur moins 6, moins 4. Exemple 1. F est décroissante sur moins 4, moins 1. Et là, ces nombres qui sont au sommet, là, ça s'appelle les sommets locaux. C'est comme ça qu'on peut lire le maximum de la fonction. Parce que là, ici, d'ailleurs, le maximum de la fonction, je le vois, puisque là, ça descend, ça commence à moins 5, ça monte jusqu'à 3, puis ça descend, puis ça descend. Donc je vois bien que le maximum de la fonction sur tout l'intervalle, c'est 3, c'est-à-dire la plus grande valeur, c'est 3. Et la plus petite valeur de la fonction sur tout l'intervalle, c'est moins 3, puisque c'est la plus petite valeur atteinte. Vous vous rappelez, il y a cette histoire de maximum et de minimum aussi. Et ça encore, c'est très logique, donc c'est pas trop fondamental. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire encore? Dresser un tableau de signes à partir du graphique. Alors ça, c'est important, parce que le tableau de signes, les études de signes, ce sont des choses que vous allez beaucoup voir. On va beaucoup vous embêter avec les histoires de signes de fonctions. Donc ici, je rappelle un truc important, c'est que si ma fonction elle est là, ici ma fonction elle est positive, puisque les ordonnées sont positives, et que les ordonnées sont positives, et donc et que les ordonnées c'est les valeurs de la fonction, votre fonction ici elle est positive, votre fonction ici elle est négative. Et quand est-ce qu'elle fait 0 la fonction? Elle fait 0 quand elle est sur cet axe là. Et ici votre fonction elle fait 0. Donc à partir de là, c'est facile de faire un tableau de signes.
Donc pareil, ça marche du même principe, c'est-à-dire que là ici, je vais mettre les valeurs de x, les valeurs de la fonction, sauf que ici, ce qui m'intéresse, c'est les tableaux de signes. Donc tableau de signes, ce qui m'intéresse, c'est... Donc tableau de variation, c'est ça monte, ça descend, c'est ce qui m'intéresse. Tableau de signes, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Bah, c'est plus, moins, et puis 0, parce que 0, il a les deux signes. Donc on le met aussi dedans. Donc on le met aussi dedans. Donc quand on met un tableau de signes, il faut me dire quand est-ce que la fonction elle est positive, c'est-à-dire graphiquement, quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des ordonnées, et quand est-ce qu'elle est négative, c'est-à-dire que graphiquement, quand est-ce qu'elle est dessous, et quand est-ce qu'elle est égale à 0, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle touche l'axe des abscisses. Alors ici, pareil, ça commence à moins 6, ça finit à 5. Ici, négatif, 0, positif, 0, négatif, 0, positif, 0, négatif. Donc ici, je vais mettre tout simplement ça, que je résume dans mon tableau. 1, 2, donc j'ai 4 valeurs qui annulent, 3 et 4. Donc il y a quoi? Alors, le 0, moins 5, encore moins 2, 1, 4, et là ici je sais que ça fait 0, et entre moins 6 et moins 5, donc quand mes x ils sont là, ma fonction elle est dessous, donc elle est moins, entre moins 5 et moins 2, c'est-à-dire ici, ma fonction elle est dessus, donc c'est plus, entre moins 2 et 1, elle est moins, donc c'est moins, entre 1 et 4, elle est plus, donc elle est plus, et après elle passe en dessous entre 4 et 5, et là j'ai mon tableau de signes. Je vous rappelle ici que f de x positif, ça veut dire que c'est plus, hein, c'est positif, plus grand que 0, c'est plus, f de x négatif, bah, c'est moins, parce que c'est plus petit que 0. C'est pour ça que là, quand c'est moins, ça veut dire que c'est plus petit que 0, et quand c'est plus. Donc là, ici, dans mon tableau, je vois que ma fonction, elle est négative, quand x, il est entre moins 6 et moins 5, je sais qu'il sort un nombre négatif. Quand je rentre un nombre entre moins 5 et moins 2, je sais qu'il va me sortir un nombre positif. Quand je rentre un nombre entre moins 2 et 1, je sais qu'il va me sortir un nombre négatif. Et quand je rentre moins 5, ça fait 0. Quand je rentre moins 2, ça fait 0. Donc là, 0, il a 1, 2, 3, 4, il a 4 antécédents. Quand je rentre moins 5, moins 2, 1, 4, il sort 0. Donc 0, il a 4 antécédents. Donc ça, c'était le tableau de variation. Et dernier petit point, les conséquences de la variation d'une fonction lorsqu'on l'applique à une inégalité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que c'est l'utilité de la croissance et de la décroissance d'une fonction. Ça, vous allez pas mal l'utiliser. C'est-à-dire que finalement, quand la fonction elle est croissante, elle conserve l'ordre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, par exemple, je prends une fonction que vous avez vue l'année dernière, c'est-à-dire racine de x. Ah bah, si je prends deux nombres a et b, et ben en fait, comme elle est croissante, bah, je vais avoir f de a qui est plus petit que f de b. C'est-à-dire que si a est plus petit que b, on va mettre inférieur ou égal, alors f de a est plus petit ou égal que f de b. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est croissante. Et donc ça, quand vous allez appliquer une fonction à une inégalité, si votre fonction elle est croissante, ça garde l'ordre. C'est-à-dire que les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Par contre, si la fonction elle est décroissante, elle inverse l'ordre. C'est-à-dire que si A il est plus petit que B, alors f de A, ça va inverser parce que la fonction, car f décroissante, alors attention, il faut que ça soit croissant sur l'intervalle AB. Hein.
Parce que si A et B ils sont pas dans l'intervalle où elle est croissante, ça marche plus. Car f décroissante sur l'intervalle AB. Donc si j'ai deux normes d'un intervalle où la fonction elle est constante, elle a une variation constante, bah à ce moment-là, je sais que leurs images sont rangées dans le sens inverse. Vous avez un bon exemple de fonction décroissante, alors avec, par exemple, f de x égale x au carré. Si je la prends sur moins l'infini 0, bah sur moins l'infini 0, ma fonction, elle est décroissante. Donc du coup, si je prends si A plus petit que B inférieur ou égal à 0, bah alors A carré, il va être plus grand que B carré, qui va être plus grand que 0. Pourquoi? Parce que ma fonction x au carré, elle est décroissante sur les négatifs. Donc si je prends deux nombres négatifs, ma fonction x au carré, elle est décroissante sur les négatifs. Bah, si j'applique la fonction carré, et bah, à ce moment-là, l'ordre il est inversé. Car f de x égale x au carré est décroissante sur moins l'infini 0. Donc voilà pour ce petit cours de rappel. C'était des choses qui étaient simples, mais qui doivent absolument être très claires dans votre esprit. Sinon, vous allez avoir des problèmes. C'était un petit cours sur les généralités des fonctions. À bientôt.